Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Volkswagen Tiguan. La jambe de force McPherson avant du Tiguan est assez durable. Si vous ne vous laissez pas emporter par la conduite tout-terrain et ne conduisez pas sur de bonnes routes, ou si vous ne choisissez pas la bonne trajectoire, alors presque tous les composants survivront bien jusqu'à près de 100 000 km. Auparavant, seules les biellettes de barre anti-roulis et le support de bras de commande arrière étaient distribués. Après cette étape, il faudra tout bousculer globalement, de préférence avec le remplacement des silent blocks du sous-châssis, et si l'on ne veut plus rentrer dans la suspension à 130 à 150 000, alors avec le remplacement des supports et amortisseurs en même temps. Et n'oubliez pas de préparer un jeu de boulons. Traditionnellement chez Volkswagen, ils sont en pâte à modeler, et ça rouille. Pour ceux qui aiment s'attaquer immédiatement au trottoir et aux trous, le support arrière du levier avant en souffre grandement. Le tuning, avec l'installation d'un support solide de l'Audi Q3 Roupi et d'autres options renforcées est toujours populaire. Mais ils réduisent radicalement le confort en raison du transfert très détaillé de tous les détails de la route vers la carrosserie et la direction. Il est intéressant de noter que le levier lui-même et la rotule pourraient bien être remplacés par des amortisseurs, qui pour beaucoup peuvent facilement durer jusqu'à 200 000 km, si vous ne trouvez pas à redire au roulage. Parmi les nuances, il convient également de rappeler que beaucoup de bruits inutiles sont associés à la barre anti-roulis, le moindre jeu dans ses bagues, et dans l'habitacle on a la sensation complète d'une suspension complètement effondrée. Et ils ne sont officiellement modifiés qu'une fois assemblés. En pratique, nous maîtrisons la post-colle, avec un support fait main, qui permet de bien serrer l'élastique du liner. Et encore une chose, l'état des ressorts est très important pour la durée de vie du stabilisateur. Et à Tiguan, il s'affaisse presque toujours de plusieurs centimètres après 5 ans de fonctionnement. La suspension arrière est nettement plus complexe que la suspension avant et sa durée de vie dépend fortement de la charge moyenne. Dans les voitures toujours vides et conduites en ville, la suspension bouge, mais ceux qui utilisent réellement les capacités du crossover pour transporter des marchandises et des passagers peuvent être insatisfaits. Les premiers coups commencent après 50 000, mais sont généralement éliminés en remplaçant les jambes de force stabilisatrices et les rotules extérieures inférieures, également appelés blocs silencieux flottants, dans la terminologie du garage. Souvent, une biellette de barre anti-roulis mal installée et des fixations cassées créent une bonne base pour des réparations coûteuses et fréquentes à l'avenir. Et l'affaissement du ressort entraîne un délaminage progressif du bloc silencieux du bras oscillant. En conséquence, à 100 000, même les propriétaires prudents devront presque certainement subir des réparations majeures. Personne ne parvient rarement à retarder les courses de 120 à 150, à moins de rouler strictement sur une autoroute avec un très bon asphalte. Une grosse réparation de la suspension arrière coûte environ 100 à 130 € en pièces détachées, y compris les silent blocks du bras supérieur tordu, du bras de support inférieur, du bras oscillant, du faux châssis, ainsi que les bagues de la barre stabilisatrice arrière, ses tiges, les boulons de carrossage et presque toutes les autres attaches. Les travaux nécessiteront à peu près le même montant. Il est également conseillé de remplacer les ressorts, ils s'affaissent également activement, et pour ceux qui aiment charger la voiture avec le toit en place, les spires extérieures peuvent même se casser. La durée de vie des roulements de roues est maintenant assez décente, mais dans les voitures avant le restylage, ils commençaient souvent à hurler à un kilométrage allant jusqu'à 50, la plupart du temps, les roulements arrière tombaient en panne. Désormais, le problème ne concerne que les voitures équipées de pneus non standards avec un long déport et les voitures pré-repos, à faible kilométrage miraculeusement préservées avec des roulements d'origine. Le pilotage avec ESD n'est généralement pas capricieux. Les crémaillères du Tiguan sont une production standard de la série VWAP ABS avec une courroie dans l'entraînement. Si les démarrages du rack sont intacts, le logiciel de l'amplificateur est mis à jour à temps, cela ne pose aucun problème jusqu'à ce que le kilométrage atteigne environ 200 000. Certes, il est très sensible à la qualité de l'alimentation électrique de bord, par exemple, une batterie fatiguée est à l'origine de la plupart des pannes. Les pannes de la crémaillère elle-même sont généralement associées à une panne du capteur de couple ou à un blocage de l'entraînement électrique dû à la pénétration de saleté et d'eau. La durée de vie de la paire vis-écrou à billes dans l'entraînement mécanique dépend des charges et est généralement limitée. Si la lubrification est mauvaise, dans les machines des régions chaudes, le lubrifiant s'écoule souvent à travers les bottes et dans les régions très froides, il gèle, ou si de l'eau pénètre, du bruit et des vibrations apparaissent pendant le fonctionnement. Et puis le moteur commence à s'arrêter en raison d'une surchauffe ou d'une charge excessive, ou la courroie d'entraînement se casse.
Il est considéré comme une bonne pratique de changer le lubrifiant de la crémaillère après un kilométrage d'environ 100 000 pour éviter des problèmes à l'avenir, mais, comme d'habitude, seules quelques personnes entretiennent la voiture et il n'y a généralement aucune confiance dans le kilométrage. La plupart de nos voitures sont à traction intégrale, mais environ un quart de la population est à traction avant. Il n'y a pas de défaut sérieux dans la conception et tout va bien avec les pièces de rechange. Il existe un large choix de pièces détachées neuves et d'occasion. La majorité des défaillances des joints homocinétiques sont associées à des dommages au couvercle. Le deuxième groupe de problèmes concerne ceux dont le moteur 2.0 est boosté, à plus de 300 chevaux et plus de 400 chevaux. Le lancement est activé et n'a tout simplement pas la force des entraînements et de l'arbre de transmission. Mais leur voix forte ne doit pas être prise en compte. Ceux qui s'engagent dans un réglage ciblé, et non de manière globale, sont tout simplement eux-mêmes responsables. Les transmissions manuelles à 6 rapports sont assez solides et rares, principalement avec les moteurs 1.4, où leur marge de sécurité est énorme. Le problème principal est lié au volant bimasse et à sa durée de vie. Il existe des voitures avec un volant qui cogne avec un kilométrage d'environ 100 000, mais il y a peu de confiance dans son authenticité. En règle générale, les problèmes dans ce domaine touchent près de 200 000 personnes. La section des machines automatiques devra être réduite. Ils ne dureront pas éternellement si vous ne changez pas l'huile souvent et si vous laissez le système de refroidissement en stock. Mais si vous disposez d'un radiateur normal au lieu d'un échangeur de chaleur, d'un filtre externe et avec des vidanges d'huile fréquentes, leur durée de vie peut plaire aux amateurs de vieille école. Ils dépassent facilement ces 350+, même si vous commencez à apporter des améliorations lors des premiers appels ou après la première réparation du corps de vanne avec des kilométrages d'environ 100 à 120 000. Pour les voitures avec un entretien strictement conforme à la réglementation et à fonctionnement urbain, vous ne pouvez compter que sur ces mêmes 100 à 120 000 fonctionnements normal. Ensuite, les saccades et les erreurs commenceront inévitablement. Et c'est bien si vous vous contentez de nettoyer le corps de la vanne et de nettoyer, remplacer les solénoïdes les plus chargés. Après tout, le piston en caoutchouc des transmissions automatiques surchauffées se brise souvent, ce qui nécessitera des réparations plus sérieuses. Les robots présélectifs sont ici uniquement dotés d'embrayage à bain d'huile, DQ250 et DQ500, ils ont été installés sur le Tiguan principalement après restylage. D'ailleurs, sur Tiguan, il existe des versions rares de ces boîtiers pour la cloche des moteurs 1.4 TSI, qui sont très appréciés par les amateurs de tuning de toute voiture VW pour remplacer le DQ200 sec. Il est clair que de telles options sont rares. Mais de manière générale, les présélectifs de ces séries sont parfaitement réparables. Commençons par une transmission automatique plus récente et plus coupleuse, la DQ500 à 7 vitesses. Sur le Tiguan, ils ne sont utilisés que dans les variantes à transmission intégrale, désignées 0BH ou 0DL. Ce robot à 7 vitesses est initialement apparu avec des moteurs diesel puissants, mais au moment du restylage du Tiguan, il a commencé à être installé avec des moteurs beaucoup moins coupleux. La raison réside à la fois dans la durée de vie globale élevée des embrayages et des pièces mécaniques, et dans des rapports de démultiplication plus pratiques pour conduire en mode ville. Néanmoins, 6 vitesses pour une transmission automatique robotisée avec un moteur puissant se sont avérées insuffisantes. Soit la vitesse est trop élevée lors de la conduite à des vitesses de 110 à 130 km/h, soit un rapport de démultiplication trop élevé au démarrage entraîne une usure importante des embrayages. Ces boîtes sont considérées comme très fiables. Sur les véhicules utilitaires, elles ne nécessitent souvent pas de remplacement des embrayages jusqu'à 250 000 à 300 000 km, et avec des changements réguliers d'huile et de filtre, elles fonctionnent de manière assez fiable. Mais avec une utilisation massive dans les voitures particulières, les problèmes se multiplient. Notamment en raison de la température plus élevée lors du travail en tandem avec des moteurs à essence et des nombreux fans de moteurs de réglage des séries EA888 et EA189. Les boîtes fabriquées entre le 27/5/2013 et le 14/11/2014 présentent un problème avec l'anneau de verrouillage du synchroniseur de troisième vitesse, qui doit être corrigé sous garantie ou réparation. La date de fabrication de la boîte est inscrite directement sur son corps, dans la partie supérieure avant de la cloche d'embrayage. Le bruit lors du passage de la deuxième ou de la quatrième vitesse à la troisième est une raison évidente pour remplacer la boîte de vitesse. Un problème avec le synchroniseur de troisième vitesse, non directement lié au défaut de bague évoqué ci-dessus, est l'un des problèmes les plus populaires de la boîte. De plus, la recherche d'une solution au problème est clairement menée par le constructeur lui-même.
cet élément de conception a considérablement évolué depuis 2010. Les première, deuxième et troisième vitesses sont ici les plus puissantes, et sont utilisées le plus souvent possible, tandis que les deuxième et premières n'ont quasiment pas de rétrogradation rapide, et les synchroniseurs y sont moins chargés, comme dans la quatrième. Et le matériau de la première version à 3 cônes était du laiton, ce qui permettait d'engager le rapport plus rapidement, mais réduisait la durée de vie du synchroniseur. Plus tard, le synchroniseur est devenu un acier à cône unique et sa durée de vie est clairement devenue plus longue. Un problème sérieux concerne les roulements de fourche, comme dans la première révision du DSG DQ200 SEC, ils sont fabriqués avec des roulements qui ont des billes et ont la mauvaise habitude de s'effondrer, effondrant la mécanique lorsqu'une balle frappe dessus. Une charge accrue due à des problèmes avec le synchroniseur de troisième vitesse provoque des problèmes très courants avec la fourchette de vitesse 3 à 7. Mais les autres peuvent aussi échouer, c'est juste que celui-ci est le plus chargé. Un autre problème désagréable est lié au frottement du tube d'alimentation en huile dû au moindre jeu dans les roulements du différentiel. Un tube effiloché entraîne très rapidement des problèmes de lubrification du pack d'embrayage et une énorme quantité de copeaux d'acier provenant des segments pénétrant dans le système d'huile. Le différentiel peut difficilement être qualifié de faible, mais il est facile de s'effondrer lors du survoltage du moteur et du recuit. Mécaniquement, la box ne présente quasiment aucun défaut sérieux. Une pompe à huile améliorée, un embrayage plus grand, un système de lubrification optimisé avec une consommation réduite en lubrifiant uniquement l'arbre actuellement chargé, une filtration améliorée et une optimisation globale de la mécatronique par rapport à la transmission DQ250 précédente ont créé une boîte très robuste avec des coûts d'entraînement hydraulique inférieurs. Supérieurs à 3 kW sur la charge la plus importante. Mais malheureusement, toutes les lacunes de l'idée elles-mêmes sont présentes. L'huile de cette transmission automatique agit à la fois comme fluide de travail du système hydraulique et comme composant lubrifiant et refroidissant pour la partie mécanique. Bien entendu, l'accumulation de produits d'usure de la partie mécanique dans le fluide hydraulique affecte négativement le fonctionnement de l'hydraulique, et ici les produits d'usure ne sont pas seulement le carton d'embrayage, mais aussi les éléments d'usure des synchroniseurs, des embrayages à engrenages et les arbres eux-mêmes. De nombreux composants de ces débris sont des aimants, ce qui signifie qu'ils ont un impact significatif sur le fonctionnement des solénoïdes. Bien sûr, la boîte comporte de nombreux aimants de capture à la fois sur le boîtier du filtre interne et dans d'autres parties, jusqu'à 2 filtres, dont un externe remplaçable, mais cela ne résout pas complètement le problème de la saturation de l'huile avec des produits d'usure. Surtout si vous respectez le calendrier de maintenance officiel, tous les 60 000. L'utilisation généralisée du plastique dans la conception mécatronique le rend extrêmement sensible au fonctionnement en cas de surchauffe prolongée. Le câblage est réalisé sous forme de câbles dans des coffrets, et avec le temps le plastique devient plus fragile. Et cela augmente les risques de panne aussi bien lors du montage et du démontage de la box que pendant le fonctionnement. Théoriquement, l'huile devrait contenir des additifs pour éviter le vieillissement du plastique, mais en pratique, plus le boîtier est ancien, plus les risques de défaillance des composants électroniques fabriqués par Continental sont élevés. Il existe des additifs spéciaux qui réduisent les risques de rupture du plastique dans de telles conditions, mais les verser dans l'huile de la boîte est quelque peu dangereux, c'est pourquoi la mécatronique n'est généralement traitée avec des composés spéciaux qu'à l'état démonté. Outre le plastique, les joints en caoutchouc, très nombreux en hydraulique, vieillissent également. Les pistons de la mécatronique ont la mauvaise habitude de se soulever lorsqu'ils travaillent avec de l'huile sale. Et si les solénoïdes peuvent être simplement remplacés, alors les pistons devront être remplacés par des pièces de réparation, par des travaux complexes sur les canaux de forage ou par l'installation de manchons de réparation. Contrairement aux solénoïdes, les pistons ne peuvent pas être retirés sur un support hydraulique standard. Des adaptateurs spéciaux devront être installés. Et une inspection visuelle peut ne pas révéler de problèmes spécifiques tels que des changements dans la géométrie du piston sans éraflure. C'est à cause de tels cas qu'il faut parfois remplacer l'ensemble mécatronique. Le fonds d'échange pour ces mécatroniques est 1,5 fois à 2 fois plus cher que pour le DQ200, et commence à partir de 220 €, et la compatibilité des différentes options est pire. Mais ils sont mieux réparés et moins chers. Et n'oubliez pas la présence d'un autre élément important, le volant bimasse du moteur. Il s'agit également d'un composant portable, responsable de nombreux coups et chocs désagréables lors du fonctionnement du DQ500. Les bas régimes moteurs contribuent à une usure précoce du moteur. Couple élevé des moteurs de réglage également. Souvent, des chocs et des secousses assez forts lors des changements de vitesse à basse vitesse sont une conséquence de l'usure du volant moteur,
et non de la DSG elle-même. Ce qui est sympa, c'est que la box est parfaitement diagnostiquée. Si nous parlons d'un scanner VCDS produit en série, vous pouvez voir la durée de fonctionnement de la transmission automatique à différentes températures, dans les plages 0 à 90, 90 à 110, 110 à 120, 120 à 130, 130 à 140 et la température maximale de l'huile. Le nombre d'augmentations de température est de 170 et 160 degrés. Vous pouvez regarder la course des fourchettes de changement de vitesse, elle doit être de 8 mm, comme sur le prédécesseur, tout écart n'est pas bon, il y a soit une usure des fourchettes, soit une usure des synchroniseurs. Vous pouvez vérifier l'état des embrayages et évaluer plusieurs indicateurs indirects qui donnent une image assez précise de l'image globale. Le moment parasite à l'état ouvert est évalué, ce qui indique des problèmes mécaniques de boîte ou une huile trop épaisse. La pression d'actionnement des embrayages est également vérifiée, ce qui peut indiquer indirectement leur usure, le courant des solénoïdes linéaires pour l'engagement des embrayages et le réglage de la pression de base, et les données d'adaptation, qui permettent de tirer des conclusions sur l'état de la commande. Système et la marge d'ajustement. L'ancienne boîte de vitesse à 6 rapports DQ250 semble plus simple que la DQ500. Il comporte une partie mécanique nettement plus faible, ce qui entraîne des problèmes beaucoup plus répandus de panne de différentiel et de roulement d'arbre. Il y a aussi beaucoup d'aimants dans ce boîtier, aussi bien sur le filtre interne que sur les fourches, mais le faible différentiel produit beaucoup de copeaux. Le roulement à billes de l'arbre d'entrée de SKF tombe souvent en panne, et les autres sont livrés en standard avec des cages en plastique, ils craignent donc non seulement l'usure, mais aussi la surchauffe. Il y avait aussi des maladies infantiles sous la forme d'une usure du couvercle de la pompe à huile après plus de 150 passages, ou d'un fonctionnement à long terme avec de l'huile sale, et d'une courte durée de vie des joints, probablement aussi due à de l'huile sale. La corrosion du capot mécatronique est déjà une nuisance anecdotique. Les arbres sont assez fragiles, les petits engrenages des arbres primaires s'usent beaucoup, la grande largeur n'aide pas, ce qui ne favorise l'usure que si l'huile est sale. Les fourchettes de changement de vitesse ne se cassent pas ici, bien que la conception des roulements soit la même que celle des premiers DQ500, et DQ200 d'ailleurs, et soit potentiellement endommageante pour la boîte de vitesse en cas de rupture. Les avantages par rapport au DQ500 sont un poids, une taille et un coût inférieur. Désormais, la 250e DSG peut être achetée presque moins cher que la 200e boîte, mais elle est toujours capable de supporter des moteurs d'une puissance de 400 chevaux, et en général, avec un bon entretien, elle est très fiable. Surtout si vous n'êtes pas paresseux et installez un différentiel renforcé, mieux avec un autobloquant. Il existe de telles options pour le DQ250, et le prix n'est pas exorbitant, puisque le produit est produit en série. La transmission intégrale est mise en œuvre par une boîte de vitesse angulaire sur la boîte de vitesse et un accouplement de type Haldex 4 jusqu'en novembre 2013, et après, Haldex V. Le constructeur recommande d'entretenir l'embrayage tous les 60 000 km, mais en général il s'agit du kilométrage maximum, la pompe ne dira certainement pas « merci ». Pendant le fonctionnement hivernal actif, même si l'huile est changée tous les 30 000, elle sera sale, saturée de produits d'usure par friction et de produits d'usure de pompe. De plus, seul le filtre lui-même et l'huile sont changés régulièrement, le nettoyage de la grille de la pompe n'est pas prévu dans la réglementation. En pratique, cela est également très utile. À propos, il est pratique d'extraire le filtre du 4e Haldex en activant la pompe d'embrayage avec un scanner, à l'aide d'une pince, vous pouvez casser le boîtier et laisser un tas de plastique dans le système. L'entretien du 5e Haldex est plus facile et plus pratique, mais il doit être effectué encore plus souvent. Il n'a pas d'accumulateur hydraulique et la pompe s'use beaucoup plus intensément, par conséquent, l'huile vieillit plus rapidement et le temps de réponse du système augmente considérablement avec le kilométrage. Avec les mêmes réglementations, il est préférable de réduire le kilométrage réel entre les vidanges d'huile de l'embrayage d'un autre facteur 2. Seulement si vous le changez à chaque entretien, il sera relativement propre et le temps de réaction de l'embrayage se rapproche au nouveau. Lorsqu'elle est remplacée tous les 20 000 et lors d'un fonctionnement hivernal typique des moteurs 2.0, l'huile est saturée de poussière. Pour le 5e Haldex, il existe déjà des kits de réglage avec un filtre externe et un réservoir d'huile. Les huiles pour différentes générations de Haldex sont différentes et l'original est assez cher, 25 € pour 800 ml. Si vous effectuez une recherche, vous pouvez trouver des analogues homologués Haldex qui sont nettement moins chers. En général, il n'y a pas de problèmes généraux sérieux, autre que la densité de l'agencement et la complexité des unités. Les moteurs eux-mêmes sont très compacts,
mais le volume des accessoires est très important, de sorte que le compartiment moteur, qui pourrait accueillir à la fois un VR6 et même un R5, est un peu exigu. Et la complexité implique également le coût élevé des moteurs et des accessoires. Il existe un grand nombre d'éléments dont les propriétaires de moteurs japonais à aspiration naturelle à simple injection n'ont même jamais entendu parler. La durée de vie relativement courte des supports moteurs et leur forte influence sur le niveau de confort sont plutôt une caractéristique. Ainsi que la disposition dense du système de refroidissement avec des connexions rapides, indispensables sur les machines de cette classe, qui crée les premières difficultés après 5 ans de fonctionnement. Une certaine attention doit être accordée à la présence de réglages et d'autres améliorations, ainsi qu'aux versions du micrologiciel et à toutes les pièces jointes. Il peut y avoir de nombreuses modifications, non seulement du micrologiciel, mais également de toutes sortes de tuyaux personnalisés, d'admission, d'échappement, etc. La majeure partie des moteurs essence Tiguan sont constitués de différentes versions des moteurs 2.0 TSI de la famille EA888, ainsi que des moteurs 1.4 TSI, représentés par deux familles EA111 et EA211. De plus, la première est également divisée en options avec une simple turbine et avec une double suralimentation, très différentes les unes des autres. Bien entendu, la famille EA888 n'est pas non plus homogène. Des représentants des familles Gen 1 et Gen 2 ont été installés sur le Tiguan. Ils sont compatibles entre eux dans une mesure limitée. Les diamètres des tourillons de Villebrequin, l'épaisseur des parois le bloc cylindre, les pompes d'injection de carburant, les pompes à vide, les pompes à huile et les unités de commande diffèrent. Les moteurs 2.0 TSI étant les plus populaires, nous commencerons par eux. À l'heure actuelle, le nombre de moteurs Gen 2 ayant reçu un moteur à piston mis à jour a considérablement augmenté. En moyenne, le coût d'une révision majeure comprenant le remplacement de la courroie de distribution et des pistons par ce recommandé et l'élimination des problèmes de support d'arbre à cam se situe généralement entre 1500 et 1700 €. Le nombre de cas où une réparation très bon marché peut être effectuée en perçant les trous de vidange d'huile dans le piston est tombé à presque zéro. Les moteurs gravement endommagés ne peuvent pas être réparés de cette façon. Ils auront une usure inégale à la fois sur le piston et la chemise, et pas seulement sur les segments de piston. Bien sûr, les passionnés essaient, et certains ateliers ont même commencé à percer le trou pour la bague racleur d'huile. Mais la qualité de ces réparations sera désormais clairement insatisfaisante et, étant donné le prix même d'un jeu minimal de pièces de rechange sous forme de joints, cela ne sera pas non plus économiquement rentable. À moins que les garagistes laissent tous les vieux joints, mettent tout ce qu'ils peuvent sur le mastic, et ne changent pas les joints et toute la courroie de distribution. Dans ce cas, la tâche de l'acheteur est de détecter à temps ces réparations de qualité. Parfois, l'appétit d'huile dans les moteurs, même avec un groupe de pistons inefficace, peut être traité sans capitalisation, ou au moins il peut être sérieusement réduit à un niveau tout à fait raisonnable de 200 à 300 ml par 1000 km grâce à la décarbonation. Mais le problème est que les méthodes folkloriques avec du dimexide ne sont pas très adaptées à un moteur. Il a un carter de distribution peint et un capteur de pression d'huile très faible, et les guides de chaîne dimexide ont peur du délaminage. Mais des médicaments moins agressifs peuvent restaurer avec succès la mobilité des segments de piston. Il suffit d'abord de rincer les chambres d'admission et de combustion avec de l'eau, de changer les joints de tige de soupape et d'inspecter le VCG et la turbine. Il existe de nombreux exemples de décarbonation réussie, même si elle ne constitue pas une méthode de récupération garantie. Et personne ne donne de garantie même après un décoquage réussi, puisque toutes les conditions préalables à la coquefaction demeurent, elles sont incluses dans la conception. Sinon, le A888 a le même ensemble de problèmes. Dans la première génération, la courroie de distribution cause beaucoup de problèmes si elle n'est pas complètement remplacée. Les problèmes avec les roulements d'équilibrage et le support d'arbre à cam, le régulateur de phase et les éraflures du lit d'arbre à cam ne sont pas rares. Il existe de nombreux problèmes mineurs avec le système d'injection, la ventilation du carter et même la suralimentation. Les turbines pourraient déjà avoir usé la majeure partie de leur durée de vie et les risques de panne ont déjà considérablement augmenté. Avec un kilométrage de plus de 150, les moteurs devraient déjà avoir au moins une courroie de distribution remplacée avec des modifications, des filets d'arbres d'équilibrage retirés, souvent avec un arbre à cam de remplacement avec un entraînement de pompe d'injection de carburant mangé, la pompe d'injection de carburant elle-même, des rampes d'injection de carburant ou des capteurs de pression remplacés. Et dans la Outback russe avec du carburant de mauvaise qualité également une pompe basse pression et des buses.
Les parties chaudes des turbines ont presque certainement été remplacées ou doivent être remplacées en raison de fissures autour de la soupape de décharge et de grillage. Habituellement, ils mettent également un support sur l'actionneur de la wastegate pour éliminer les cliquetis. Cependant, un tel réglage est également populaire avec un kilométrage inférieur. Pour un moteur qui ne consomme pas d'huile et n'a pas d'autres problèmes, le coût de remplacement de la courroie de distribution est désormais de 120 à 150 € et le prix des pièces de rechange est de 220 à 250. Dans un service clé en main spécialisé, cela peut coûter 300 voire un peu moins. Ainsi, un écart important dans les positions des arbres à cames, enregistré par un scanner de diagnostic, n'est qu'un motif de négociation. Une autre panne régulière et non critique est la pompe. Son corps en plastique se fissure avant que les roulements ne s'usent. Généralement l'original dure environ 80 000 à 100 000 km, puis les remplacements réguliers des non-originaux commencent. Même Epu et Pierburg se plaignent de la fiabilité. À propos, la turbine elle-même avec le roulement peut être achetée séparément, mais le problème réside dans le corps de la pompe, qui abrite également le thermostat. Malheureusement, il n'existe pas encore de boîtier métallique pour ces moteurs. Le remplacement du séparateur d'huile et de la soupape de ventilation du carter fait essentiellement partie de l'entretien des propriétaires de voitures équipées de 2.0 TSI, ainsi qu'un contrôle régulier de l'état du galet pousseur de la pompe d'injection. Les moteurs 1.4 TSI de la famille EA111, généralement critiqués il y a quelques années, connaissent aujourd'hui une sorte de renaissance. Les pièces de rechange sont devenues beaucoup moins chères, notamment les composants de distribution, un nouveau capot avant et même le groupe piston. Et enfin, une expérience opérationnelle décente a été accumulée. En conséquence, un CAXA de 122 chevaux avec une seule suralimentation, s'il est entretenu par un mécanicien expérimenté, peut généralement être considéré comme un moteur assez puissant et les problèmes peuvent être résolus à moindre coût. Même avec un peu de réglage. Si la courroie de distribution est du dernier type, l'état du refroidisseur intermédiaire et de la pompe électrique est surveillé, l'essence est versée à 98 ou 100 et il n'essaie pas d'économiser sur l'huile et les intervalles de vidange d'huile, alors ces moteurs s'avèrent être plus économiques en fonctionnement que les gros moteurs atmosphériques coréens, japonais d'une puissance de plus de 150 chevaux, et en termes de dynamique dans la plupart des modes, ils sont supérieurs. La durée de vie dans son ensemble est bien entendu modérée 350 000 pour le groupe de pistons en fonctionnement normal, mais ils sont facilement réparables et tant que le système d'alimentation est en bon état de fonctionnement, pas d'éraflure. Même avec une transmission manuelle, un tel moteur produit facilement une consommation moyenne à Moscou de moins de 8 litres, et sur autoroute, vous pouvez la maintenir à moins de 5 si vous utilisez correctement le régulateur de vitesse. Jusqu'en 2015, le Tiguan disposait d'une version de 150 chevaux du moteur EA111 avec double suralimentation. Il y a une turbine relativement grande et, à bas régime, le moteur est pressurisé par un compresseur de type Roots. Cette combinaison vous permet d'obtenir une bonne réponse à basse vitesse et une puissance élevée grâce à la grande turbine. Mais la complexité d'une telle solution est évidente, le conduit d'admission bascule entre deux compresseurs à l'aide d'amortisseurs, et même l'utilisation d'un refroidisseur intermédiaire RR plus simple ne rend pas le système plus simple ou plus fiable. Mais le plus triste est que la courroie de distribution et le groupe de pistons n'étaient pas prêts pour une telle puissance. Pour un propriétaire typique qui ne se soucie pas d'une bonne essence et d'un entretien fréquent, le moteur consommera des litres d'huile, les pistons grilleront après cela et la chaîne sautera. Il y avait beaucoup de moteurs de ce type sur le Tiguan et leur réputation est devenue très mauvaise. Très probablement, les problèmes de saut de chaîne ont maintenant été résolus et des réparations majeures ont probablement été effectuées si le moteur avait un appétit d'huile. Mais ce moteur nécessite un niveau d'entretien élevé et est de peu d'utilité pour une voiture familiale produite en série, surtout un crossover lourd et lourd, la charge moyenne est trop élevée. Vous ne pouvez acheter un Tiguan avec un tel moteur que si vous comprenez parfaitement à quel point un tel système est complexe et exigeant. Et même avec une faible consommation de carburant, il est peu probable que vous puissiez réaliser de sérieuses économies. Mais pour les passionnés, c'est un moteur plutôt intéressant, avec une taxe de 150 chevaux, pour les moteurs avant restylage, si vous faites une grosse révision avec l'installation d'un piston forgé et d'une poulie de compresseur plus petite, avec un refroidisseur intermédiaire agrandi, vous pouvez obtenir plus que suffisant 200-240 chevaux avec une très faible consommation de carburant et une fiabilité acceptable. Et sans tous les problèmes de la famille de moteurs EA888 avec courroie de distribution et équilibreur. Tiguan dispose également de deux moteurs 1.4 TSI de la prochaine famille EA211.
Moteur CZDB d'une puissance de 125 chevaux. Est rare, il a été installé de mai 2014 jusqu'à la toute fin de la version. Il n'a pas les problèmes des moteurs antérieurs de cette famille avec un appétit en huile et est objectivement le moteur le plus fiable du Tiguan en général, tout en étant le moins cher à entretenir. Ajoutons ici la turbine IHI RHF3 avec une très bonne réserve de performance. Elle a été installée sur les versions 150 chevaux et 160 chevaux, et un firmware pour 95 essences. Et il n'y a pas de système d'arrêt des cylindres. La courroie de distribution est simple. Les seuls problèmes sont l'actionneur capricieux de la turbine électrique et les joints faibles du corps de la pompe, qui lui-même, heureusement, est en métal. Moteur CZDA d'une puissance de 150 chevaux. Diffère du CZDB principalement par le firmware, il est plus sensible à la qualité du carburant et, en raison de l'utilisation du DSG, il est généralement toujours plus chargé. En général, il reste également très fiable et peu coûteux à exploiter, mais on trouve également des moteurs entraînés de cette famille. Ce n'est pas surprenant, sur Internet, on trouve facilement des fans convaincus de l'essence 92, des partisans du changement d'huile strictement dans le respect de la réglementation, des amateurs d'huile très étranges et de carburant à prix réduit. Un gros plus pour l'acheteur est le choix. Il existe de nombreuses voitures équipées. Sa consommation de carburant est tout aussi ridicule, et la dynamique permet déjà en toute confiance de conduire en moins de 10 secondes, à des centaines. Et selon toutes ces caractéristiques, c'est le moteur le plus abouti de cette voiture. Sur les voitures avant restylage, le diesel pourrait être choisi pour obtenir un moteur à la fois assez puissant et fiable sans appétit de pétrole. De plus, la version de 140 chevaux était équipée d'une transmission automatique Aisin conventionnelle, ce qui ajoutait à sa popularité. Donc, fondamentalement, nos voitures diesel sont représentées par des moteurs EA 189 dans les versions 2.0 et 140 chevaux. Série CB, AB, CFFB, tous les autres moteurs diesel sont extrêmement rares. Leurs turbines sont solides, l'hexagone de l'entraînement de la pompe à huile ne s'use pas non plus. Seuls les premiers moteurs livrés en 2009 sont en danger. Ils ne nous ont pas été officiellement fournis auparavant, mais depuis novembre 2009 les moteurs ont une pompe à huile modernisée et un entraînement hexagonal de 100 mm. Les injecteurs ici sont généralement vivants, tant que la pompe d'injection est vivante et qu'il n'y a pas de surchauffe, jusqu'à environ 250 000 à 300 000 km, les deux pompes de surpression sont également puissantes, tant que le carburant diesel est bon et que les filtres sont remplacés. Le système de ventilation du carter à 4 microcyclones filtre l'huile avec une fiabilité exemplaire. La vanne EGR est située après le filtre DPF et est équipée d'un système de refroidissement des gaz, elle peut donc fonctionner efficacement et ne pollue pas trop l'admission. Avec le firmware pré-Dieselgate, c'est un très bon moteur, c'est dommage que beaucoup d'entre eux aient reçu une mise à jour forcée, en conséquence ils ont perdu la dynamique normale, ont reçu 2 litres de consommation de carburant supplémentaire et en même temps beaucoup de problèmes d'usure de la vanne EGR, d'admission bouchée, de coins de clapet de collecteur d'admission, d'usure de la turbine, y compris un escargot chaud, et sur les voitures importées d'Europe également avec un filtre à particules constamment bouché. Dans le même temps, la mise à jour elle-même aurait pu comporter de nombreuses erreurs, car en plus de mettre à jour le logiciel, ces séries de moteurs ont dû changer certaines séries d'injecteurs, installer des séparateurs amortisseurs dans l'admission et recalibrer les turbines. Et des travaux supplémentaires n'étaient pas toujours effectués. Malheureusement, il n'est pas possible d'annuler les mises à jour logicielles en mode en ligne standard. En général, le moteur est plus fiable que les moteurs à essence EA 888, mais en termes de coût d'exploitation, il est désormais difficile de décider d'une préférence. Avec un faible kilométrage, il est nettement meilleur que tous les moteurs à essence, à l'exception du EA 211, mais si le kilométrage est supérieur à 200 et que le firmware est nouveau, la situation peut être inverse. Il tombe en panne moins souvent et consomme moins de carburant, mais avec un long kilométrage, typique des moteurs diesel, il peut causer de nombreux problèmes, et les résoudre peut être plus coûteux qu'une révision typique d'un moteur à essence. Avec un diagnostic approfondi, ce n'est pas un problème, mais vous ne pouvez pas voir l'image complète avec un scanner, et aucun vendeur ne vous permettra de démonter l'admission. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du Volkswagen Tiguan. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.